France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La guerre du feu. Le félin géant. Elgvor du fleuve bleu. Voici dès 1909 la trilogie des âges farouches de J.H. Ronnie Aîné, dont les histoires préhistoriques ravissent les lecteurs et les lectrices. La préhistoire est alors une jeune discipline et aussitôt la littérature s'en saisit, le cinéma aussi, jusqu'à l'adaptation par Jean-Jacques Hano en 1981, La guerre du feu. La préhistoire enflamme les imaginaires. J.H. Ronnie, un écrivain belge d'origine mais français d'esprit, qui dut à la guerre du feu, paru en 1911, l'expression de sa maîtrise. Pour bien connaître la nature, il faut l'avoir admirée. C'est alors seulement qu'on a le goût et la patience d'en chercher les merveilleux secrets. La horde des Oulam avait perdu le feu protecteur. Mais c'est étonnant cette technologie. Vous voulez parler du feu ? Ah, c'est ça. Ils n'arrêtent pas d'en parler à la maison de retraite. L'ambiance est enflammée. Bonjour Pascal Semonsu. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, membre de la Société préhistorique française et de l'Association pour le développement de l'histoire culturelle. La Société préhistorique française, elle existe, il faut le rappeler. Oui. Vous êtes l'auteur du Passé du fantasme, la représentation de la préhistoire en France dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est publié aux éditions Errance et aujourd'hui, avec vous pour discuter de cet imaginaire préhistorique, Clément Humel, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en langue et littérature française et vous avez rédigé une thèse sous la direction de Brigitte Diaz, qui s'intitule « Modernité du roman scientifique » chez J.H. Ronnie Aîné. J.H. Ronnie Aîné, mais qui est ce personnage ? Alors, un personnage assez intriguant, même pour son époque. Il commence rapidement comme un petit naturaliste, en fait, quelqu'un qui veut... qui s'inspire des thèses d'Émile Zola, les thèses naturalistes, qui cherche simplement à rentrer en littérature. Il écrit un premier roman, une sorte de réécriture de l'Assommoir qui se déroule à Londres. Et puis il envoie son roman à Zola, qu'il envoie paître. Mais il envoie aussi ce même roman, il l'envoie aussi à Goncourt. Et cette fois-ci, Goncourt lui écrit une lettre très intéressante, très belle, où il loue justement chez Ronnie un style artiste et qui fera justement sa marque de fabrique, comme on peut le voir notamment dans La guerre du feu. Il y a un peu de science dans son parcours. Beaucoup de science en fait. Il était, bien qu'étant auteur de romans, et pas vraiment vulgarisateur, mais en tout cas intéressé par les sciences. Il en parle beaucoup, il y a beaucoup de témoignages de son époque qui racontent comment Ronnie essaie de passionner les foules avec ses connaissances scientifiques. Il est lui-même proche de plusieurs autres scientifiques de l'époque, comme Jean Perrin, qui sera Nobel de chimie, et simplement Ronnie lui-même s'essaiera aussi de temps en temps à l'écriture d'essais scientifiques. Pascal Semonsu. Oui, il va publier en 1923 un texte de vulgarisation sur la préhistoire, les origines. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, qui se veut un texte de vulgarisation, le romancier est jamais loin derrière le scientifique. Et il dit qu'on a besoin de la science, mais on a tout autant besoin du roman qui sublime la science. Ça, c'est intéressant chez Ronnie, et c'est intéressant chez la plupart des auteurs de préhistoire. Et puis, ce n'est pas exceptionnel comme démarche. Il faut se resituer dans cette deuxième moitié du 19e siècle, ces années 1860 et après. Jules Verne, par exemple, c'est à peu près ces démarches-là que l'on peut comparer à celles de Ronnie Aîné. Alors, justement, en fait, il y a, dans la communauté scientifique, du moins en littérature, on se pose la question, justement, de savoir si Jules Verne est vraiment un auteur de ce qui deviendra plus tard, finalement, la science-fiction, parce qu'en fait, Jules Verne n'invente rien, a priori. Il raconte des choses déjà existantes. C'est un pédagogue, c'est un très bon vulgarisateur, mais des auteurs comme Ronnie, aussi à la même époque Maurice Renard, à travers Le merveilleux scientifique, finalement inventent beaucoup plus qu'ils ne décrivent des choses déjà existantes. Aujourd'hui, nous sommes avec Ronnie Aîné pour évoquer La guerre du feu, ce roman qui paraît en 1909. La guerre du feu, rien que le nom, tout de suite, ça évoque cet imaginaire-là. Pour présenter de manière détaillée cette biographie de Ronnie Aîné, laissons la parole à Gabriel Royard, écrivain journaliste. Nous sommes dans Heure de culture française. L'écrivain qui signait J.H. Ronnie Aîné, Joseph-Henri Boex, au registre de l'état civil, né à Bruxelles le 17 février 1857, mourait à son domicile parisien rue de Rennes le 15 février 1940, il y a
20 ans. Ses origines le rattachaient à la fois à la France, la Belgique, la Hollande et l'Espagne. Dès l'enfance et l'adolescence, il écrivait un grand nombre de poèmes en vers et en prose, des contes, des nouvelles, des pièces de théâtre. Le jeune homme doit très tôt essayer de gagner sa vie. Mornes heures de bureau à Bruxelles pour devenir quelque chef d'emploi. Joseph Henry se sent d'évidence d'autres trempes. En 1886, il s'installe à Paris avec pour tout bagage un premier roman inédit écrit à Londres, Nell Horn de l'armée du salut. Voilà, lent démarrage qui bientôt prend de la vitesse. Un énorme bilan, plus d'une 50aine d'œuvres de qualité, romans psychologiques et de mœurs, romans sociaux, romans préhistoriques, romans scientifiques, des milliers de contes, des mémoires, des essais. Clément Humel, ça vous convient comme biographie ? Assez bien, si ce n'est qu'en fait, le journaliste mésestime la production littéraire, puisqu'en fait, c'est pas 50 romans, mais plutôt 150 au bas mot. Alors effectivement, pas forcément des très longs romans, mais malgré tout 150 romans. Ceci dit, c'est vrai qu'il a aussi écrit énormément d'articles, de petites nouvelles, de contes, comme ça se faisait d'ailleurs beaucoup à l'époque, dans une logique très industrielle, dans la littérature très industrielle finalement, pour l'époque. Mais sinon, le reste est tout à fait juste. Avec la préhistoire, qu'il faut peut-être définir au moment où paraît ce premier volume de la trilogie des âges farouches de Rosny Aîné. Ce premier volume, c'est la guerre du feu, nous sommes en 1909. Pascal Semonçu, c'est quoi la préhistoire ? C'est déjà une très jeune discipline à ce moment-là. Alors c'est une jeune discipline, la préhistoire, qui a été portée sur les fonds baptismaux, on pourrait dire, en 1859. La reconnaissance de la préhistoire, on peut considérer qu'en 1859, c'est acquis. Grâce à deux grands scientifiques de l'époque, un Français, Gaudry, et un Anglais, Lyell, qui disent oui, Boucher de Perthes, il a raison. Boucher de Perthes, c'est l'inventeur de la préhistoire. Cocorico, c'est un Français. Et donc, en 1859, c'est une séance qui est assurée. En 1870, commencent les parutions des ouvrages de vulgarisation, et notamment un ouvrage de vulgarisation qui va être un best-seller au XIXe siècle, qui est L'homme primitif de Louis Figuier. Et donc, cette préhistoire ayant été découverte, cette préhistoire ayant des assises scientifiques, maintenant on va pouvoir la mettre en scène, on va pouvoir la sublimer, comme je disais tout à l'heure, et ça va être la littérature. Allez-y. Rosny n'est pas le premier à défricher ce terrain de la littérature préhistorique, mais ce sera de l'avis de tout le monde le plus prestigieux. Voilà, avec, c'est vrai, un livre qui marque, mais fait oublier tous les autres. Il y en a beaucoup d'autres qui s'intéressent à la préhistoire. Clément Humel, ça veut dire que Rosny Aîné, au moment où il compose sa trilogie, et particulièrement La guerre du feu, il avait de quoi lire. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, avant d'avoir écrit La guerre du feu, Rosny a aussi lui-même écrit d'autres récits préhistoriques. Le plus important, sans doute, c'est Vamiré, qui publie d'abord dans la presse sous forme de nouvelles, qu'il appelle Scènes préhistoriques. Donc ça, c'est un roman qui date de 1892, et même encore un petit peu avant, en 87, avec L'Exipéuse, qui est un roman assez étrange dans la forme, qui ressemble beaucoup aux nouvelles anglo-saxons, et donc qui fait à peu près une centaine de pages, et en fait qui mélange à la fois préhistoire, mais aussi science-fiction, avec l'apparition de créatures étranges nées de l'électricité. Oui, parce qu'on est sur un moment aussi particulier de la littérature, là où de nouveaux champs sont explorés. Alors la science est présente, une certaine vision de l'avenir, un avenir fantasmé, c'est ce qui donne ensuite naissance à la science-fiction. On en est où pour un personnage comme Rosny Aîné dans tous ces genres littéraires ? Alors c'est assez compliqué parce qu'en fait, la science-fiction, par exemple, est un genre littéraire qu'on a commencé à définir après coup. Si on devait s'en tenir simplement au mot science-fiction, il est forgé en 1926 aux États-Unis. En France, on a donc un équivalent qui s'appellerait le merveilleux scientifique, nomenclature qui a aussi beaucoup évolué, mais le terme est forgé en 1909 par Maurice Renard. Et quant à Rosny Aîné, en fait, quand on regarde les romans qu'il publie, d'ailleurs je le précise aussi, pour certains écrits à quatre mains avec son frère Rosny jeune, en fait, on se rend compte que d'un point de vue éditorial, les romans sont parfois nommés romans préhistoriques, romans d'anticipation préhistorique, de merveilleux préhistoriques aussi. En fait, les nomenclatures
nature, elle se cherche beaucoup à l'époque. Et les genres commencent à s'inventer en réalité. C'est rigolo, hein, Pascal Monsu, de voir un peu comment, ici, l'on se cherche, mais un personnage comme Rosny Aîné, je pense, n'a pas la réflexion de se dire « je dois m'inscrire dans telle démarche-là ». C'est-à-dire qu'il y a un grand mouvement très large d'intérêt pour la préhistoire, on peut le dire ainsi. Oui. Et il faut pas se méprendre aussi. Les romans préhistoriques, ce sont des romans historiques, mais ce sont avant tout des romans. L'objectif de Rosny, comme l'objectif de tous les romanciers, et l'objectif d'un bon romancier, c'est de ne pas faire un cours d'histoire. Il faut pas mélanger. Donc il faut réaliser un bon équilibre, un subtil équilibre, un équilibre qui est pas toujours réussi par tout le monde d'ailleurs, entre faire passer quand même quelques idées scientifiques, mais aussi d'abord et avant tout divertir. Le but du roman, qu'il soit historique, préhistorique ou autre, c'est quand même d'emmener son lecteur. Là, Rosny décide de l'emmener dans la préhistoire. Et c'est vrai que la préhistoire, c'est un sacré terrain ouvert à l'imagination. Ah oui, c'est merveilleux. Et puis, la science de ce moment-là avance à une telle vitesse qu'elle ne peut être que merveilleuse, sans même aller jusqu'à chercher un univers particulier, lire les inventions les unes après les autres qui sont rapportées dans les journaux. Les gens imaginent plein de choses. C'est très stimulant, hein, cette fin du 19e siècle. C'est normal que les écrivains s'en saisissent. Oui, tout à fait. D'autant plus que Rosny, vraiment, dans ses mémoires, il dit qu'il est que pour les sciences, il a une passion poétique. Et ce qui est intéressant, c'est que la passion renvoie à un intérêt qu'il pourrait avoir très culturel, très scientifique, mais le terme poétique est très fort aussi. Hein. Il va écrire une poésie des sciences dans beaucoup d'autres romans, et dans La Guerre du Feu en particulier, il décrit une sorte de poésie de la préhistoire. Et puis s'intéresser à la préhistoire aussi, c'est s'intéresser à ce qui fait l'humain. C'est le commencement de toute chose, la préhistoire. Donc en fait, tout discours sur la préhistoire, tout discours sur l'homme préhistorique, c'est un discours sur ce qu'est l'homme vraiment au fond de lui-même. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a cette appétence pour la préhistoire depuis le début et encore aujourd'hui. Moi, je suis prof par ailleurs. La préhistoire est enseignée et on sent que quand on parle de préhistoire aux gamins, quelque part, ça les touche parce que ils sentent que ça renvoie au plus profond de ce qu'il y a en nous. Et pour revenir sur la guerre du feu, Bachelard, il dit que toute observation du feu est une observation comme hypnotisée. Quand on fait son barbecue ou quand on est devant sa cheminée, on est hypnotisé par le feu. Et là, c'est sûr, il y a une réminiscence de nos origines préhistoriques parce que le feu, c'était pour nous vital. Et ça nous revient quand on fait le barbecue, ça nous revient quand on est devant la cheminée. Et c'est ce qui fait, je pense, que la préhistoire et que le roman préhistorique sont aussi appréciés. Avec Gaston Bachelard que vous venez d'évoquer, ce philosophe historien des sciences qui pouvait associer la science et le merveilleux. Une psychologie détaillée des intérêts que suscite la science serait une psychologie de l'émerveillement progressif. Pour bien connaître la nature, il faut l'avoir admirée. C'est alors seulement qu'on a le goût et la patience d'en chercher les merveilleux secrets. Un coup d'œil sur l'histoire des sciences peut nous convaincre qu'elle est une histoire des merveilles. Ainsi, au lieu d'un merveilleux qui foisonne dans les images, la science connaît un merveilleux qui se constitue en d'admirables pensées. Depuis le début de la recherche du merveilleux, la science n'a rien perdu de son patrimoine d'admiration. Patrimoine d'admiration, Gaston Bachelard en 1947, Clément Humel. Voilà, nous sommes dans cet univers-là du scientifique merveilleux. Et puis il y a quand même tout ce bagage qu'on a évoqué, ces écrits scientifiques, la volonté aussi pour beaucoup de diffuser les savoirs au plus grand nombre. Hein. C'est dans cette démarche-là. Quand il choisit de s'inscrire dans la préhistoire, Rosny Aîné a déjà écrit des livres de préhistoire, vous nous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec la guerre du feu ? Comment on peut expliquer un tel succès autour de ce livre ? Qu'est-ce qui a plu ? Alors c'est très complexe. Je pense que un des premiers éléments simples, c'est que le roman est signé non seulement Rosny Aîné, mais surtout Rosny Aîné de l'Académie Goncourt.
puisque les frères Goncourt étant décédés, leur testament demandait la création d'une académie, dont on connaît encore aujourd'hui évidemment une des utilités principales, mais pour l'époque, pour les auteurs qui en sont membres, Rosny est un membre fondateur, à ce moment-là il en est le secrétaire, plus tard en 1925 il en sera même le président. Donc déjà, ça assure une certaine, déjà une légitimité pour un auteur qui pourrait paraître populaire pour l'époque. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a bien le roman lui-même. Et je pense qu'une différence assez importante entre La guerre du feu et Va Mirer, qui est finalement son équivalent et sans doute très mésestimé, c'est que je pense que dans La guerre du feu, et c'est ce que montre très bien d'ailleurs le film de Jean-Jacques Hano, c'est que au-delà de la description de la préhistoire, qui peut avoir un intérêt effectivement pédagogique, scientifique, on a vraiment un émerveillement, voire en fait un choc métaphysique. C'est ce que l'on voit dans La guerre du feu, justement, où lorsque Nao comprend que le feu peut se créer, l'acteur, et c'est la même scène qui est représentée d'ailleurs dans le roman, l'acteur vit vraiment un véritable choc métaphysique, et c'est, je pense, primordial. Pascal Semence. Et dans le film d'Hano, lorsque le feu est fait devant Nao, il y a un numéro d'acteur qui est magnifique, quoi. On voit dans ses yeux la peur, parce qu'il s'est dit bon sang, il fait du feu, quoi. C'est un dieu, voilà, il a peur. Et en même temps, il sourit, il pleure, parce qu'il comprend que sa vie de misère c'est terminé. Il comprend qu'il va maîtriser le feu, et là, il va faire un bond dans l'évolution considérable. Cette scène est dans le film d'Hano est un superbe film, mais cette scène, franchement, moi, c'est de tous les films de préhistoire que j'ai vus, c'est la plus belle scène que j'ai vue. Là, vraiment, Hano a réussi à faire passer l'importance du feu pour les hommes préhistoriques. C'est magnifique, cette scène. Bah, ça nous donne envie de revoir le film de Jean-Jacques Hano 1980 et puis évidemment de rouvrir le livre La guerre du feu de Rosny Aîné. Nous sommes en 1900. La conquête du feu, la reconquête du feu, c'est suggéré effectivement, là où Hano est beaucoup plus explicite dans son film. En fait, le roman commence après une bataille. Le feu est mort. Et à ce titre, j'ai une petite pensée pour mes élèves de première qui préparent le bac et qui pourraient tout à fait avoir besoin de commenter un texte aussi riche stylistiquement. C'est très très beau, il y a de très nombreuses figures de style. Et donc, finalement, derrière ce style artiste, comme disait Goncourt, se cache un récit qui paraît très simple, qui est très simple en réalité, qui d'ailleurs, en fait, directement hérité des récits de chevalerie du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on a certes cet univers de préhistoire, mais finalement, on a une situation initiale, une quête, aller retrouver le feu, et cette quête consiste en un aller et un retour, thème qu'on retrouve dans de très très nombreuses œuvres littéraires, à commencer par l'Iliade et l'Odyssée, finalement. Et donc, en plus de cette quête, il y a une récompense qui est annoncée, alors qui n'apparaît pas dans le film, mais dans le roman. Bon, alors c'est effectivement aussi les références de l'époque. Nao va devoir conquérir le feu, le ramener pour, bien sûr, sauver la tribu, la faire prospérer, mais aussi avoir l'autorisation d'épouser la fille du chef dont il est amoureux, et d'ailleurs l'amour est réciproque. Mais finalement, on a vraiment un récit de chevalerie du Moyen-Âge, avec donc cette quête, de nombreux antagonistes, des alliés, des épreuves à traverser finalement, et un retour joyeux. Puis Nao n'est pas tout seul, il est avec des petits potes, donc c'est un peu le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est ce procédé-là, c'est la quête qui fonctionne très très bien. Pascal Semonsu, non mais c'est vrai que la narration de la guerre du feu est particulièrement efficace. Ah, c'est splendide, c'est splendide. Mais Nao, c'est tout sauf un idéaliste, parce qu'en fait, toute cette histoire là, c'est pour Gamla. Nao, il aurait pas aimé Gamla, il serait pas allé chercher le feu. Le deal du début, c'est celui qui va rechercher le feu, qui va le trouver, qui va le ramener pour la tribu, il aura Gamla. Et Nao est amoureux de Gamla. Et là aussi, il y a quelque chose que Rosny fait passer qui est extrêmement intéressant et qui montre bien la dualité qu'il y a chez l'homme préhistorique tel qu'il est vu par Rosny. C'est-à-dire qu'il y a un mélange, l'homme pour Rosny
et pour les scientifiques de l'époque, est pétri d'humanité et d'animalité. Et ça se voit très bien dans les rapports que Nao a avec Gamla. Il le dit très bien, Rosny. À certains moments, Nao voit Gamla et il a envie de la saisir, et il a envie de la prendre. Et d'autres fois, il la regarde avec tendresse, en ayant les meilleurs sentiments pour elle. Et donc, la guerre du feu, c'est aussi la mise en lumière de cette dualité qu'il y a chez l'homme entre sa partie animale et sa partie humaine. Et ça se voit par beaucoup d'autres exemples tout au long du roman. Et l'amour de Nao pour Gamla donne à la fin du roman, là aussi, des lignes qui sont superbes. Et on pourrait même aussi rajouter que Rosny, en fait, s'il fait le choix d'autant s'investir dans le roman préhistorique, il le dit dans ses mémoires, c'est pour éviter à devoir décrire ce qu'il appelle des situations sociales complexes. C'est-à-dire qu'au-delà du roman préhistorique, Rosny a écrit énormément de romans, comme je disais tout à l'heure, d'obédience naturaliste. Donc il décrit le présent, et donc il le fait très bien, sauf que le présent et la société du présent est une société qui est extrêmement complexe, évidemment qui continue de se complexifier. Tandis que raconter un récit qui se déroule à l'origine de l'être humain, c'est aussi s'affranchir de certaines difficultés sociales, et on en revient finalement aux bases, donc des questions amoureuses, des questions de survie, et aussi de prospérité de l'espèce. Rosny s'affranchit aussi de la science dans la guerre du feu, parce que, y compris à son époque, tout le monde sait qu'on possède le feu. Donc la guerre du feu, elle n'a jamais eu lieu. C'est un biais romanesque. Heureusement que là, Rosny s'est un peu exonéré de la science, sinon on n'aurait pas eu ce beau roman. Vous voyez, c'est ça aussi que je disais tout à l'heure. Le romancier, ça n'est pas un scientifique. Et les scientifiques, les préhistoriens avaient fait beaucoup de critiques à Hano quand son film était sorti, et des critiques qui pour la plupart étaient infondées, parce que Hano ne faisait pas un documentaire sur la préhistoire. Il faisait un film sur la préhistoire à partir d'un roman de préhistoire. Et donc ces deux objectifs sont tout à fait différents entre la science et le roman. Parce que la guerre du feu se déroule à quel moment de la préhistoire ? Il y a une datation qui est donnée. On est quand ? Rosny explique que au début de son roman, dans sa dédicace, qu'on est à une époque où peut-être il y a plus de 100 000 ans de ça, quelque chose comme ça. Mais si vous voulez, le feu, les hommes, d'abord, ils ont su le conserver. Mais après, ils ont su le faire. Mais ils ont su le faire il y a très longtemps de ça, il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Alors à l'époque de Rosny, on ne savait pas que c'était il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Mais on savait qu'il possédait le feu. Et donc, comme je disais, il prend une certaine liberté pour pouvoir inscrire son roman et pour que le roman puisse avoir lieu. Oui, parce que le roman nous montre cette transition où l'on apprend à faire du feu. En fait, où une tribu qui ne sait pas faire du feu apprend à faire du feu. Ici, il y a peut-être quelques précisions à apporter, parce que nous parlons beaucoup du roman, nous citons le film de Jean-Jacques Hano en 1981, mais nos pauvres cerveaux sont serviles face aux images, et les images qui nous viennent en tête, bien souvent, ce sont celles du film. Quand on raconte l'histoire, bien souvent, c'est celle du film qui revient. Il y a des différences quand même. On a raconté que dans le roman, il y a un voyage, une quête et un retour. Dans le film, la transmission du feu, elle se fait d'une autre manière. Comment ça se passe dans le film ? Alors finalement, la transmission du feu, elle est assez similaire dans le roman comme dans le film, si ce n'est qu'effectivement, Hano fait le choix des choix qui sont parfaitement légitimes par rapport à l'objet film, qui consiste à représenter une tribu dans laquelle il y a un nouveau personnage, en fait l'équivalent de Gamla, qui ferait partie de cette tribu-là. L'intelligence, je trouve, du scénario d'Hano, c'est de faire en sorte que non seulement il va y avoir une transmission du savoir
d'une autre tribu à celle des Oulamres, donc celle de Nao, mais aussi un mélange quasiment des espèces, avec de très nombreuses guillemets évidemment, tandis que chez Rosny, il n'y a que la transmission du savoir du feu qui se passe à travers une autre tribu. Pascal Semonsu. Et dans le film d'Hano, la transmission du feu se fait aussi avec la transmission de l'amour. C'est une belle histoire d'amour entre Nao et Ika, qui lui apprend le feu, mais qui... Alors, je reprends les termes d'Hano, je crois, à l'époque où des critiques avaient été faites. Ika qui apprend à faire le feu à Hano, mais qui lui apprend aussi la position du missionnaire. Parce que sur les représentations sexuelles dans le film d'Hano, là aussi, il y a un passage pour aller vite, de l'animalité à l'humanité, parce que Nao, comme tous les hommes de sa tribu, prennent les femmes de façon animale. Et c'est Ika qui ne va pas vouloir faire l'amour comme ça avec Nao, et ça donne là aussi un grand moment de tendresse, où d'ailleurs Nao, Everett McGill, qui est un très bon acteur pour le rôle, est tout surpris de la façon dont Ika le tourne pour faire l'amour dans une position qui, elle, considère plus civilisée en quelque sorte. Et là, il y a un passage, une marche vers la civilisation qui se fait par l'acquisition du feu et l'acquisition de la position du missionnaire, si je peux dire comme ça. Oui, mais c'est ça. Le film de Jean-Jacques Hano, c'est une histoire de transmission entre deux groupes différents, avec Ika, qui apprend beaucoup de choses quand même aux autres, qui sont un peu virils sans doute, mais très épais. Elle leur apprend à faire du feu, elle apprend à faire l'amour dans une position qu'ils ne connaissaient pas. Elle leur apprend aussi le masque facial, parce qu'elle est entièrement recouverte d'argile, et ça c'est très pratique pour avoir une jolie peau. Dans le roman de Rosny Aîné, on ne trouve pas ces histoires de transmission. J'ai pas l'impression que dans le roman de Rosny Aîné, il y ait toute une réflexion sur l'altérité, pour utiliser un mot complexe, mais sur l'autre qui peut nous apporter quelque chose. Alors, c'est peut-être effectivement pas aussi évident que chez Hano, notamment dans la perspective amoureuse. En revanche, lors du voyage des trois Oulamres, ils vont rencontrer d'autres tribus. Alors, certaines sont aussi représentées dans le film, bien sûr, mais ce qui est assez intéressant et qui correspond, alors il faudra le confirmer, mais qui correspond plus ou moins aux théories de l'époque, c'est que Rosny croit qu'il existe en gros plusieurs états d'humanité, et que finalement, parmi les tribus que les héros vont rencontrer, alors il y a les Xam qui sont en fait une tribu anthropophage, donc là il y a une question d'animalité, de sauvagerie, mais disons que du point de vue phylogénétique, c'est plus ou moins les mêmes. En revanche, on va rencontrer des nains rouges, des hommes sans épaules, et c'est justement d'ailleurs ces hommes sans épaules qui vont transmettre à Nao le savoir de la création du feu, tout en nous expliquant bien que cette tribu s'apprête simplement à disparaître, parce qu'ils n'ont pas été élus en fait par les histoires de l'évolution, tout simplement. Pascal Semonsu, c'est ça aussi la force de Jean-Jacques Hano, c'est d'avoir apporté... Alors, mais Jean-Jacques Hano écrit en 1980, c'est-à-dire que lui, il a lu encore plus de livres sur la préhistoire qu'avait pu en lire Rosny Aîné, mais il y a cette réflexion sur l'autre humain, à un moment où plusieurs espèces humaines vivaient sur notre Terre. Oui, tout à fait. Et dans la représentation de la préhistoire en général, l'autre, c'est pratiquement tout le temps, que ce soit la fiction, quelle que soit la fiction, c'est pratiquement tout le temps un danger, l'autre. Quand on parle de la guerre du feu, les rapports entre les groupes sont des rapports de violence, tels qu'ils sont vus par la littérature, par la bande dessinée, par le cinéma. Vous parliez d'altérité tout à l'heure. L'altérité, c'est toujours un danger dans cette représentation de la préhistoire. Et ça, c'est bien vu dans le roman de Rosny. L'autre est un danger. Enfin, il faut aller chercher le feu à une tribu qui bouffe ses semblables. Donc c'est quand même pas rien. Les nains rouges, c'est une horreur. Donc, si vous voulez, l'autre est un danger. L'autre est une menace, qu'il soit humain ou qu'il soit animal.
d'ailleurs. Et là, Rosny, enfin peut-être que il a une vision de l'animal, à la limite, plus humain, qui serait plus humain que les humains. C'est intéressant, là. Je parle, alors il y a les mammouths, il y a toutes ces histoires d'animaux, hein, parce que c'est un bestiaire considérable et impressionnant, la guerre du feu. Mais il y aurait peut-être plus d'humanité dans les animaux de Rosny que d'humanité dans les humains de Rosny. Oui, il y a beaucoup d'humanité dans les mammouths. Il fallait obtenir que le chef des mammouths permît au Oulam de passer la nuit dans son camp. Nao le chercha du regard. Il aperçut solitaire selon son habitude pour mieux veiller sur le troupeau et mieux scruter l'étendue. Le fils du léopard, c'est Nao dont il s'agit, cueillit des racines de fougères comestibles. Il se dirigea vers le grand mammouth. La bête, à son approche, cessa de ronger les arbrisseaux tendres. Elle agita doucement sa trompe velue. Même elle fit quelques pas vers Nao. En lui voyant les mains chargées de nourriture, elle montra du contentement et elle commençait aussi à éprouver de la tendresse pour l'homme. Le nomade tendit la provende qu'il tenait contre sa poitrine et murmura : « Chef des mammouths, les Xams n'ont pas encore quitté le fleuve. Les Oulams sont plus forts que les Xams, mais ils ne sont que 3, tandis que eux sont plus de 3 fois les 2 mains. Ils nous tueront si nous nous éloignons des mammouths. » Le mammouth, rassasié par une journée de pâture, mangeait lentement les racines et les fèves. Quand il eut fini, il regarda le soleil couchant, puis il se coucha sur le sol, tandis que sa trompe s'enroulait à demi autour du torse de l'homme. Nao en conclut que l'alliance était complète, qu'il pourrait attendre sa guérison, car il avait été blessé. Peut-être même lui serait-il accordé d'allumer le feu dévorant et de goûter la douceur des racines, des châtaignes et des viandes rôties. La scène des mammouths dans la guerre du feu, Maurice Viter qui nous la lisait avec ce moment très particulier, hein, où il y a un échange entre le mammouth et Nao. Alors, bon, nous sommes en 1909, mais c'est surtout, avant tout, nous sommes dans de la littérature. Et c'est vrai que Rosny Aîné, dès lors, a tous les droits. Mais il y a quand même une lecture particulière, hein, de ce rapport au monde et à l'animal. Oui, alors j'aime beaucoup ce passage. Il y en a aussi un autre un peu plus tard où il rencontre aussi d'autres mammouths. Mais là, il y a un mot-clé qui est très très important dans ce passage, c'est le mot alliance. Et quelque chose qu'on dit finalement assez peu, c'est que Rosny est un homme très drôle. Et l'alliance dont il parle, c'est une alliance qui est aussi biblique, puisqu'il est question d'un échange, mais d'une alliance entre, entre l'humanité et une forme de transcendance. Un peu plus loin dans le roman, on a une autre rencontre avec d'autres mammouths où justement les personnages vont rester un peu plus quelques jours, quelques semaines, je sais plus, avec les mammouths. Et Nao essaye de communiquer avec le grand mammouth, toujours pour rester dans cette métaphore, et en fait, il voit bien que le mammouth comprend très bien ce qu'il lui dit. Et il dit justement: le grand mammouth comprend ce que Nao dit, mais Nao ne le comprend pas encore. Ce qui signifie bien que le mammouth en l'occurrence, est une espèce supérieure à l'homme en intelligence, en développement et sans doute aussi en culture. Ça, c'est vraiment des scènes magiques, hein, dans la littérature. Ça, c'est la guerre du feu, bien sûr, mais ce rapport à l'animal reflète aussi la vision de l'auteur. Et puis, le moment où il écrit, on l'a bien évoqué, hein. Rosny Aîné, quand il écrit en 1909, enfin, quand il fait paraître en 1909 la guerre du feu, il n'a pas toutes les connaissances. On le disait, ces différentes espèces humaines, il les maîtrise pas, on n'arrive pas à distinguer dans la guerre du feu, ici Néandertal, ici Homo sapiens. Il y a des pistes, il y a des réflexions, mais c'est pas aussi net que peut le faire Jean-Jacques Hano en 1981, où là, les lignes commencent à se dessiner, même si c'est pas toujours aussi clair, hein. Oui, je voudrais revenir sur le mammouth, si vous permettez. Ah, mais revenez sur le mammouth. Là, Nao, il marque sa singularité. Le mammouth, c'est une des rares fois où il est présenté de façon aussi positive et aussi amicale. Le mammouth, dans la représentation de la préhistoire, c'est la terreur. Dans les romans en général, le mammouth, il n'est là que pour écraser ces pauvres humains. Le mammouth, c'est le mal-aimé de la représentation de la préhistoire, mais en même temps, c'est un marqueur de la fiction préhistorique. Exactement comme dans une série télévisée, si on veut bien montrer qu'on est à Paris, on met la Tour Eiffel. Eh bien, dans un roman préhistorique, il faut qu'il y ait une mammouth. Il faut qu'il y ait une mammouth et il faut aussi qu'il y ait une éruption volcanique.
Le mammouth et l'éruption volcanique sont des marqueurs de préhistoire. Il y a un mammouth, tout le monde sait qu'on va être dans la préhistoire. Mais le mammouth, c'est la terreur. Pour Rosny, là, non, il y a une grande tendresse vis-à-vis du mammouth. Une tendresse qu'on retrouvera d'ailleurs un petit peu plus tard chez un grand peintre de préhistoire qui n'est pas du tout français, qui est totalement oublié aujourd'hui, qui s'appelle Zdeněk Burian. Et Burian a été un peintre qui a bercé l'enfance de beaucoup de gens, y compris la mienne, parce qu'il a beaucoup peint sur la préhistoire et beaucoup illustré de livres de vulgarisation sur la préhistoire. Et chez Burian, le mammouth est souvent, malgré sa taille, un être chétif. Il y a un très beau tableau de Burian où on voit les mammouths dans une tempête de neige qui sont là serrés les uns contre les autres et on sent qu'ils souffrent. On retrouve ça chez Rosny, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier à Rosny, cette représentation du mammouth. Zdeněk Burian, c'est un Tchécoslovaque d'aujourd'hui, hein, c'est l'Autriche-Hongrie au moment où il peint, et c'est ça qui est intéressant dans ce XXe siècle qui découvre ou surtout qui imagine la préhistoire. Mais avec les connaissances qui augmentent et qui font que les récits changent obligatoirement au gré des découvertes ou des hypothèses, parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup d'hypothèses dans le domaine scientifique ici. Et la notion de l'autre, on le disait, d'autres espèces, ça se définit peu à peu. Est-ce qu'on la trouve vraiment chez Rosny Aîné ? À propos effectivement de cette histoire d'autres espèces, d'autres altérités, il y a quand même cette idée chez Rosny, dans La Guerre du Feu, mais dans d'autres romans aussi qui ne sont pas nécessairement des romans préhistoriques, cette idée que l'humanité telle qu'on la connaît, qui serait celle finalement, pour simplifier, de l'homme occidental, eh bien, ce serait sans doute la championne de l'évolution selon Rosny, mais comme on le voit donc dans La Guerre du Feu, avec d'autres types d'humanité, des qui apparaissent, qui disparaissent aussi, dans des romans qui se passent au présent, qui sont des romans d'exploration, eh bien, on rencontre des hommes écailleux au milieu de l'Afrique, dans un empire de nénuphars. Voilà. On retrouve aussi en Asie des hommes qui vivent depuis beaucoup de temps autour d'un lac et qui se retrouvent avec des mains palmées, des membres palmés, et qui sont capables en fait de nager pendant de nombreuses minutes sous l'eau. Donc il y a cette idée aussi de nombreux états d'humanité, on va dire, chez Rosny, mais aussi d'autres espèces, comme on le voit dans des romans de science-fiction finalement, notamment quand il envoie des explorateurs terriens à la fin du XXe siècle visiter Mars. Et là, on rencontre encore de nouvelles altérités. Aujourd'hui, dans la cour de l'histoire, nous lisons La Guerre du Feu, la préhistoire qui enflamme les imaginaires, et puisqu'il s'agit d'allumer le feu, le roman, celui de 1909 de Rosny Aîné, et le film de Jean-Jacques Hano en 1981, c'était quand même un pari risqué, Pascal Sémonçus, c'est un pari risqué de se dire je vais faire un film autour de la préhistoire, ça va, mais je vais le faire sans les dialogues, parce que dans le roman, il y a du texte, il y a des dialogues. Ça, c'est une différence majeure entre le roman et le film. Oui, alors les dialogues, ça a toujours été un problème dans la représentation de la préhistoire et dans la fiction. Comment on les fait parler ? On les fait parler en français normal, j'allais dire, ou on les fait parler en préhistorique. Le problème, si on les fait parler en préhistorique, on risque le bloubi-boulga et le charabia, etc. Si on les fait parler en français, on risque l'anachronisme. Donc, la représentation de la préhistoire a toujours balancé entre ces deux, deux questions. Pour le cinéma, souvent, ça a été pas le bloubi-boulga, mais ça a été de les faire parler avec ce qu'on supposait être la langue de l'époque. Dans 1 million d'années avant Jésus-Christ, avec la belle Raquel Welch, c'était un langage qui était reconstitué. Hano va vouloir reconstituer un langage aussi préhistorique. Alors, il le dit lui-même, du coup, ça avait le mérite de pouvoir être projeté à l'étranger sans qu'il y ait besoin de sous-titrer ou de doubler les comédiens. Donc, ça fait une économie, ce qui n'est pas négligeable.
Mais là, il part pas de n'importe quoi. Il va demander à Anthony Burgess de faire un lexique. Anthony Burgess, c'est lui qui avait travaillé sur Orange Mécanique pour les dialogues avec Kubrick. Et donc, c'est Anthony Burgess qui va faire ce dictionnaire Oulamre, français Oulamre. Et même, il disait que même en dehors du tournage, ils s'exerçaient tous à parler de cette façon. Mais là aussi, le langage que Cano va choisir pour son film, il véhicule des schémas de pensée. Parce que ce sont des mots qui sont très courts, des mots qui sont très rock. Et quand, dans les directives qu'Hannot donne à ses comédiens, il leur dit qu'ils doivent dire ces mots avec difficulté. Et pourquoi ils doivent dire ces mots avec difficulté ? Parce que dans l'esprit d'Hannot, la préhistoire, c'est le moment où l'homme se détache avec difficulté de l'animalité. Et donc, le progrès, l'évolution doit se montrer et dans la nature des mots, mais aussi dans la façon dont ils sont prononcés. Et Malater, quand il fera AO, ça sera aussi la même chose. Il y aura un lexique, cette fois-ci qu'il fera avec l'écrivain Pierre Pelot, pour faire parler ces personnages. Et quand on regarde le film, qu'il parle préhistorique, ça ne gêne pas, ça passe. Ah, ça passe sans problème. Sanang na pigsay, halulutuin na piliyok. Tabak ko kusagok, kiyak, kusagok. Sanang na pigsay, halulutuin na piliyok. Kiyak, kusagok. At tunok yakat. Nulbok. Bah, Nulbok, évidemment, Clément Humel, n'importe quoi. C'est quoi ici, là ? C'est la guerre du feu ? C'est quoi, en fait ? C'est un texte, une langue reconstituée, imaginée, parce que Rosny Aîné, lui, il se casse pas la tête, j'allais dire, si, il se casse la tête, mais enfin, ce sont des dialogues en français de son temps, le début du XXe siècle. Oui, c'est ça. Alors, si ce n'est qu'effectivement, il manque, enfin, du point de vue de la syntaxe, il peut manquer des mots, mais voilà, pour faire préhistorique, effectivement. Il y a aussi, pour montrer, pour suggérer plutôt l'animalité de certains personnages, que ce soit d'ailleurs d'autres tribus ou d'autres personnages comme Agou le Velu, qui est en fait l'antagoniste de fin, Rosny, ce qu'il fait simplement, c'est une technique de narration basique, c'est qu'il fait du discours rapporté. C'est-à-dire, en fait, le narrateur nous explique ce qu'a dit le personnage. Sans doute aussi pour s'éviter ce genre de difficultés qui fonctionnent très très bien au cinéma, mais dans un roman, forcément... c'est compliqué, hein. Oui. C'est très 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 compliqué. Dans l'idée de faire un film sur la préhistoire, Pascal Semonsu, vous nous disiez que la question de la traduction, Jean-Jacques Hannot réussit à s'en affranchir, une petite économie, on a envie de dire... c'est pareil, il n'y a pas besoin de décors et de costumes majeurs. Alors, c'est pas si simple que ça. C'est même difficile de retrouver le décor qui convient à une préhistoire fantasmée. Il faut le dire encore, c'est que ici, c'est l'imaginaire de la préhistoire. Alors là, c'est pareil. Il va falloir trouver un décor qui aille avec l'idée qu'on se fait de la préhistoire. L'idée qu'on se fait de la préhistoire, c'est une période qui est difficile pour l'être humain. Donc, on aurait mis des préhistoriques sur une plage de rêve avec des cocotiers. Là, personne n'y aurait cru. Par contre, on met les préhistoriques dans des marécages, comme dans le film d'Hannot au départ. On les met dans de vastes landes où il n'y a rien. On les met sur un plateau rocheux où heureusement il y a un arbre parce qu'ils vont avoir le tigre aux dents de sable qui va leur courir après et heureusement qu'ils vont pouvoir monter dessus. Donc l'environnement, pour que ça colle avec l'idée qu'on se fait de la vie des préhistoriques, il se doit d'être hostile. Or, l'environnement, il n'était pas plus ou moins hostile à la préhistoire que maintenant. Et c'est pareil, je vous parlais tout à l'heure du volcan. Dans la représentation de la préhistoire, les préhistoriques s'installent tous près d'un volcan
Et forcément, le volcan, il va entrer en éruption et il va massacrer tout le monde. Donc, il y a une volonté de montrer une préhistoire dangereuse, une préhistoire menaçante. Pourquoi ? Parce que on en est sorti vainqueur. Et ça, c'est tout le message de la représentation de la préhistoire. L'homme, il partait perdant, mais au fil, c'est lui qui a gagné. Et on parlait du mammouth tout à l'heure. Le mammouth est grand, l'homme est tout petit, mais celui qui a eu la peau de l'autre, c'est le petit, grâce à l'intelligence. Et la représentation de la préhistoire, de cette façon-là, est conçue comme une glorification, avec tous les excès d'ailleurs, comme une glorification de notre espèce. On était destiné à régner sur le monde. C'est le message de la représentation de la préhistoire. Clément Humel. Et pour même aller un peu plus loin, comme je le dis tout à l'heure, Rosny est quelqu'un d'assez drôle en fait, puisque un de ses nombreux romans, un roman d'exploration qui se déroule, et ça c'est important de le dire, au début du XXe siècle, commence par ces mots de mémoire. Donc le narrateur nous explique que en fait le dernier mammouth n'est pas mort il y a des milliers d'années, mais il n'y a que quelques décennies. D'ailleurs, il précise « je l'ai vu mourir ». Et donc ce roman s'appelle « Le trésor dans la neige ». Et donc on a un personnage d'explorateur, voilà, qui nous raconte le début d'une expédition. Et puis donc il tombe effectivement dans une crevasse qui l'emmène en fait dans un autre monde, ce qu'on appelle une terre creuse. Et dans cette terre creuse, il fait la rencontre d'une tribu préhistorique. Et évidemment, cette tribu préhistorique est accompagnée de mammouths. Et donc, c'est un petit roman amusant, mais c'est vrai que non seulement il va y avoir une petite histoire avec ces mammouths, mais aussi, d'ailleurs, l'explorateur contemporain va vivre quelque temps dans cette tribu préhistorique, et il va même en ressortir accompagné d'une jeune femme, évidemment, et il nous explique qu'il passe ensuite sa retraite, je sais plus, dans un cabanon de chasse en Afrique, accompagné évidemment de cette femme. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans tous ces romans, c'est vrai qu'il faut les lire, et puis c'est passionnant, il faut rappeler que c'est une écriture qui est quand même agréable, c'est une écriture qui nous embarque, et on avance avec, ici, Pascal Semonsu, l'idée de la transmission, vous l'avez évoqué au programme, c'est en 6e qu'on étudie la préhistoire, il y a toujours des yeux écarquillés, parce que comme une évidence, ça plaît, des films, ce sont des vecteurs merveilleux. Est-ce que La guerre du feu de Jean-Jacques Hano, pour étudier de la préhistoire, c'est quelque chose qui est efficace? Ou alors il faut avoir un Pascal Semonsu à côté ou un Clément Humel pour décrypter un petit peu tout cela? Alors, il y a une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. La fiction, l'imaginaire, ouvre l'esprit, ouvre tous les esprits vers la recherche d'une certaine vérité ou d'une certaine connaissance. Il faut pas... ça a un petit peu changé, ça, mais les scientifiques, pendant un moment, avaient la position de rejeter la vulgarisation, de rejeter la fiction. C'est pas bien. Et il y avait eu plein de préhistoriens qui avaient dit du film d'Hano, c'est n'importe quoi, qui ont dit du film de Malater, c'est n'importe quoi. Le documentaire, l'Odyssée de l'espèce, etc., de Malater, ça a été démonté par plein de préhistoriens. Mais c'est la fiction qui nous amène à la recherche de la science. Donc il faut faire attention à ça. On a besoin de fiction pour aller plus loin. Clément Humel. Et d'ailleurs, à propos de cette assurance scientifique, La guerre du feu va inspirer de nombreux auteurs et scientifiques aussi. Certains vont avoir des vocations de préhistoriens précisément parce qu'ils ont lu La guerre du feu, et c'est le cas notamment du préhistorien bordelais François Borde, que le grand public connaît peut-être aussi sous le pseudonyme de Francis Carsac, qui est un fabuleux à la fois auteur de romans préhistoriques, mais aussi de science-fiction, qui régulièrement répétera qu'il a été largement influencé par la lecture de La guerre du feu.
Voilà, de Rosny aîné. Et puis, les autres générations, ce sera peut-être par le film de Jean-Jacques Hano. Mais c'est vrai qu'on voit bien cette référence qui traverse le XXe siècle. Le livre de Rosny aîné, La guerre du feu, la trilogie, il faut lire la suite. Et puis, le film de Jean-Jacques Hano à resituer dans des productions beaucoup plus vastes. Merci vivement à tous les deux. Pascal Semonsu, avec le passé du fantasme, la représentation de la préhistoire en France dans la seconde moitié du XXe siècle. Et puis, Clément Humel, votre thèse modernité du roman scientifique chez J.H. Rosny aîné. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager dans la préhistoire. Merci à vous. Merci. La préparation. Un bon amadou, bien sec. Des petites sections, taille mine de crayon. Un forêt et une pommelle. Pourquoi ? Pour allumer du feu par friction. J'ai fabriqué un petit arc et j'ai utilisé un brin de lacet pour pouvoir faire l'action sur le forêt et driller la pièce de bois. J'utilise la paume de ma main contre mon tibia de façon à être fixe et dans l'axe. Là, on peut considérer que le feu est parti. On va pouvoir se réchauffer. Eh bien voilà, nous savons faire du feu. Mais le plaisir qui nous réchauffe, c'est celui du savoir. Et le savoir, aujourd'hui, nous est porté par Valérie Hanin. Bonjour Valérie, directrice de rédaction du magazine L'Histoire. Bonjour Xavier. Aujourd'hui, dans le magazine L'Histoire, enfin ce mois-ci, vous avez choisi de mettre en avant les paysans qui ont fait la France avec Valérie, mais c'est ça, l'histoire n'est pas là pour prédire l'avenir, mais enfin vous avez quand même consacré une double page sur les caractères originaux de l'histoire rurale française de Marc Bloch. Vous voyez, comme quoi... Eh oui. Et oui, on prédit quand même un peu l'avenir, en tout cas on rend toujours hommage, on ne manque jamais à l'occasion de rendre hommage à Marc Bloch. Les paysans ont fait un saut dans le temps évidemment, mais pour arriver aux paysans et aux paysans qui ont fait la France, un titre un peu traditionnel pour rappeler l'actualité et là aussi pour nous le rappeler à quel point ces paysans qui aujourd'hui ne sont plus que évidemment moins d'1 million et 400 000 exploitations, mais ont été nombreux en France et ont été des acteurs politiques essentiels. Alors dans ce dossier on rappelle bien sûr les paysans, les révoltes d'Ancien Régime, les croquants, les nu-pieds, tous ces gens qui se sont révoltés, les croquants dans le Périgord et le Limousin, les nu-pieds dans l'Avranchin, en Normandie, au moment du tour-de-vis fiscal. Tiens donc, lorsque Richelieu a engagé la France dans la guerre de 30 ans. Alors, elles ont été beaucoup interprétées. Il y a eu dans les années 50 une grande controverse entre Porchniev, un historien soviétique, et Roland Mounier, qui était beaucoup plus conservateur, pour savoir si c'était une préfiguration de la lutte des classes ou si c'était au contraire la solidarité entre les ordres qu'il fallait surtout remarquer. On est loin dans ce dossier de ces visions très idéologiques, somme toute. On va au plus près des sources pour regarder, pour observer comment il y a dans ces révoltes des revendications beaucoup plus politiques qu'on ne pourrait parfois l'imaginer, beaucoup moins primitives. Par exemple, Jean Nu-Pied, nouveau duc de Normandie en 1639, ne réfléchit tout simplement à une nouvelle assiette de l'impôt. Alors ensuite il y a la Révolution française qui est une étape décisive dans la politisation de ces paysans. Ils sont quand même derrière les cahiers de doléances. Ils sont 40 députés aux États généraux. Ils bénéficient largement de l'énorme transfert foncier de la Révolution de 1789. Et tout ça explique qu'en France, il y a une particularité, c'est qu'au milieu des années, au milieu du 19e siècle, dans les années 1850, c'est l'apogée de la France rurale, l'apogée des campagnes. Les gens qui travaillent la terre en France, rien à voir avec l'Angleterre, sont près de 3 Français sur 5. Michelet ne s'y est pas trompé. La terre de France, écrit-il, appartient à 15 ou 20 millions de paysans qui la cultivent. La terre d'Angleterre a 32 000 aristocrates qui la font cultiver. C'est un peu caricatural peut-être, mais le génie de Michelet nous fait bien comprendre à quel point les paysans sont présents dans l'histoire et l'histoire politique aussi de la France. Et ça continue avec la République. Gambetta comprend à son tour
Gambetta et les autres, que la République doit chausser ses sabots parce que sans les paysans, qui étaient jusque-là très conservateurs, ils avaient voté largement pour la monarchie en 1871, si les paysans ne deviennent pas républicains, la République ne durera pas. Et les paysans vont se politiser, ils sont conservateurs, mais ils sont aussi verts, ils sont rouges, quelquefois, ils s'organisent puissamment, ce sont de vrais acteurs politiques, de vrais piliers de la République, et on ne doit pas l'oublier, évidemment, aujourd'hui, lorsqu'on voit des tracteurs arriver aux portes de Paris. Non, mais moi, je reprends, Valérie Hanin, le titre de l'article de Jean-Marc Morisseau, « Un monde tout sauf figé ». Et ça vaut sur le temps long. C'est ce qu'on voit en lisant ce dossier de l'histoire. Absolument. Les paysans, ils sont pas en marge et ils ne se laissent pas imposer. C'est eux aussi qui comprennent le monde et puis qui veulent le faire bouger. Jean-Marc Morisseau, qui est l'auteur de ces différents volumes, La mémoire des gens de la terre, sur la mémoire des paysans. Un des grands historiens, évidemment, du monde rural, qui nous raconte ici une histoire de coq de village absolument incroyable et qui montre bien, en effet, comment ce monde est varié et comment il nous met aussi parfois devant nos propres contradictions. Voilà. Cette variété, ces contradictions, pour comprendre l'actualité, c'est dans le dossier du numéro de l'histoire intitulé « Ces paysans qui font la France ». Merci beaucoup Valérie Hanin. Merci Xavier. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Clément Puel, par Cassandre Puel avec Noé Chaban, émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Chloé Rouillon et Mayouen Guizou, à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.